Bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odell et je suis accompagné de Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Kevin Ferreira, aussi connu sous le nom de K-Suisse. Né à Genève, il est âgé de 28 ans. En 2013, il décide de réaliser son rêve et d'aller à New York. Et c'est là-bas qu'il recevra son éducation et qu'il découvrira son futur métier. Après un retour en Suisse, il devient petit à petit un personnage connu du monde du coaching dans le sport et il accompagne notamment des footballeurs tels que Mbabou, Zakaria ou Johan Djourou. Aujourd'hui, il a aussi créé un podcast où il partage son savoir et ses expériences aux gens. Il a mis en place également des formations en ligne, dont une pour les coachs d'élite qu'il va commencer prochainement. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur ses réseaux sociaux. Kevin, bienvenue sur Pluton Football. Merci beaucoup de m'avoir sur votre podcast. C'est un plaisir d'être là et de partager avec vous et votre audience. C'est un plaisir pour nous. Pour commencer, il y a quelque chose qui nous a frappé avec Guillaume véritablement quand on s'est renseigné à propos de toi. On a écouté tes interventions sur les réseaux, un peu de ton podcast, plein de choses pour piquer à gauche, à droite. Et quelque chose qui nous a frappé, c'est que ce que tu dégages, c'est beaucoup de confiance en toi. Tu parais très ambitieux et tu le dis par toi-même, tu es quelqu'un qui aime en fait constamment évoluer, toujours t'améliorer. Et on voulait savoir d'où tu tiens cette mentalité qui, j'ai l'impression, et c'est aussi le cas pour Guillaume, c'est pas quelque chose c'est pas le type de mentalité qu'on croise énormément, je trouve, en Suisse ou ici en tout cas. Et c'est quelque chose qui te démarque véritablement. Moi, c'est sur le plan personnel quelque chose que j'apprécie énormément, ce genre de mentalité. Et je voulais, avec Guillaume, te demander en fait d'où tu tiens cette mentalité. Bon, j'apprécie j'apprécie ce retour déjà. D'où j'ai cette mentalité, cette ambition. Moi, j'ai la dalle, j'ai extrêmement faim. J'ai tout le temps envie d'exceller dans ce que je fais. D'où je tiens ça? Je pense que c'est dû au fait de mon éducation, comment j'ai grandi, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je viens de parents immigrés en Suisse, famille modeste, pas de grandes ressources financières. Tu vois, je suis le premier de ma famille à avoir accès même à des autres études, tu vois, aller à l'université ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette pression quelque part en tant que fils d'immigré du côté de ma mère. Principalement, j'ai été élevé principalement par ma mère qui me mettait la pression parce qu'on devait être des docteurs, etc., aller à l'université parce que en tant que famille pauvre venant du tiers-monde, eh bien, tu as cette pression sociale derrière toi. Et moi, j'ai décidé de choisir un autre chemin parce que je ne voulais pas être un docteur, euh, je voulais pas être un avocat, etc. Enfin, je ne voulais pas choisir cette route conventionnelle. Et on ne m'a jamais vraiment appuyé dans ça, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu montrer que peu importe ce que j'allais faire, eh bien, j'allais exceller dans mon domaine et j'allais toujours être l'un des meilleurs dans ce que je fais. Et c'est un peu cette éducation que j'ai reçue aussi. Ma mère qui m'a toujours dit, voilà, traîne avec les meilleurs et tu deviendras meilleur qu'eux, traîne avec les pires et tu deviendras pire qu'eux. Alors, j'ai fait les deux. J'ai traîné avec les pires aussi dans les mauvaises situations, dans la rue, etc., plus jeune. Et je me suis ensuite, j'ai cherché à m'entourer des meilleurs et moi-même à devenir meilleur dans ce que je fais. Et puis voilà, j'ai cette ambition, j'ai envie de réussir, j'ai des buts, j'ai une pression sociale aussi que je me mets. Euh, voilà, une espèce de revanche aussi sur la vie, tu vois, qui me dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Quand je suis parti aux États-Unis aussi, c'était un peu dans cette mentalité. Je viens quand même d'un confort suisse, hein. Je suis né ici. Malgré que j'ai cette mentalité d'ailleurs, quand je suis parti là-bas, j'ai vu que les gens avaient vraiment la dalle, quoi. Tu vois, c'est pas le même confort qu'en Suisse. Les gens ici en Suisse, on est très confortable, hein. Je m'inclus dedans, bien entendu. On se contente du minimum, on n'est pas très ambitieux. C'est pas une mentalité qui nous pousse non plus à l'entrepreneuriat. Et quand je suis parti là-bas, j'ai vécu le vrai New York. Moi, je suis parti avec ma valise, sans rien dans les poches. J'avais 3 jours pour trouver où dormir, tu vois. Donc, j'avais trois tafs là-bas. Donc, c'était pas, j'étais pas ici tranquille, comme j'entends les gens dire, je fais ce que je veux, je touche des allocations, des trucs comme ça. Non, j'avais 3 boulots, je dormais très peu. Et voilà, tu vois, j'ai juste ces gens autour de moi qui m'inspirent. Et comme ma mère qui charbonne à fond, toujours et encore, et j'espère qu'un jour moins. Et voilà, quand tu pars dans une ville comme New York où c'est la jungle et tout le monde a faim, tout le monde a envie de réussir, bah, ça t'inspire aussi. Et après, quand tu reviens en Suisse, bah, c'est facile. C'est comme si tu jouais
au Barça et tu arrives à Servette et tu dis, bon, c'est facile, j'ai joué contre l'équipe, tu vois, les équipes locales. C'est euh, c'est facile, on n'a pas la même dalle. Et puis je pense que c'est ça, c'est juste l'environnement dans lequel je me suis mis et le fait que ce que tu as mentionné aussi, de toujours vouloir être meilleur, je pense que c'est ce qui me permet de garder cette ambition. Parce que sinon, on se contente, euh, on se contente du minimum et là, à ce moment-là, la médiocrité s'installe. Il est hors de question d'être médiocre. Donc voilà. En tout cas, bah, excellente réponse parce que je pense que c'est très riche, hein. Euh, Par rapport à ce que tu as dit par rapport à ta maman, enfin, juste pour revenir là-dessus, ça m'intéressait, ça fait écho même, je pense, avec par moment mon histoire personnelle et aussi le chemin que je veux prendre. En même temps, en t'entendant, ta maman, c'est un peu une inspiration pour toi, c'est l'impression que tu me donnes, mais en même temps, en fait, tu es allé contre ce qu'elle voulait. Tu n'as pas pris la route qu'elle souhaitait que tu prennes. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Comment est-ce qu'elle a vécu ça, le fait que tu n'ailles pas dans son chemin? Et pourtant, ça reste quand même une inspiration pour toi. Comment est-ce qu'au quotidien, tu as vécu ça? Écoute, c'est une très bonne question parce que moi, ce que j'ai fait le collège donc ici à Genève. Je crois qu'on appelle ça le gymnase, non, quand on vaut ou Ouais, ailleurs. Voilà. en Et repos, ouais, c'est génial. voilà, gymnase. Et ensuite, je m'étais inscrit pour aller à l'université. Et quand j'étais au gymnase, ben, moi, j'avais beaucoup de facilité les premières années, malgré le fait que j'étais un cancre, hein. Euh, et en fait, j'ai vite vu que c'était pas pour moi d'être assis dans une classe à écouter des profs parler sur des sujets qui m'intéressent pas. Et j'ai vite, bah voilà, j'ai commencé à en avoir rien à foutre, à pas aller en cours, etc. J'ai quand même passé mon gymnase avec aisance relativement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'arrête de fake le truc. Et, euh, et voilà, je vais pas continuer. Donc, je m'étais inscrit à l'université à la fin de mon gymnase. Et après, j'ai dit non, je vais pas le faire. Fuck it, ça m'intéresse pas. Je vais pas faire semblant. Parce qu'au final, arrives à un stade, je me rappelle, j'arrive à un stade à la fin du collège où je me dis, OK, je dois choisir A, B, C ou D. Mais aucune de ces options me parle. Et en gros, je dois faire un processus d'élimination en enlevant ce que j'aime le moins. Et moi, j'ai pas envie de faire ce choix dans ma vie. J'ai envie de choisir ce que j'aime le plus et pas aller dans ce que j'aime le moins. Et du coup, j'ai dit à ma mère, écoute, je vais pas continuer les études là, je vais travailler. Du coup, j'ai travaillé et je pense que j'invite tous les jeunes à faire ça. Quand tu travailles, eh bien, il y a tout ce processus éliminatoire qui se fait et tu fais des petits boulots que tu n'aimes pas forcément. Tu dis, OK, je sais toujours pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Et ça, c'est intéressant. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu partir aux États-Unis et, euh, et je me suis assis et j'ai dit à ma mère, écoute, je ne vais pas reprendre l'Uni l'année prochaine parce que c'était une année sabbatique, entre guillemets. Je vais partir aux États-Unis, que tu le veuilles ou pas, tu me soutiens ou tu ne me soutiens pas, peu importe, c'est comme ça. Et puis voilà, entre quatre yeux, en fait, j'ai dû lui dire comment ça allait se passer. Je lui ai dit, fais-moi confiance, voilà, je suis un homme et je vais te rendre fier et je vais faire les trucs bien. Et voilà, c'était juste ce moment où j'ai dû faire face, si tu veux, à elle et lui dire, voilà, c'est moi l'homme maintenant, je prends mes décisions, même si j'ai toujours été en quelque sorte l'homme de la maison, mais euh, là, c'était vraiment la confrontation en lui disant, écoute, peu importe ce que toi tu dis, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, fais-toi l'idée, soit tu me soutiens, soit tu ne me soutiens pas. Et voilà, j'ai pris mon valise, je suis parti. Et au final, tu fais ce que tu dois faire, tu vois. Personne sait ce qui est mieux pour toi que toi, ta propre personne. Même si tes parents pensent savoir, faut se dire encore une fois qu'il y a tout un aspect euh, social, éducatif derrière on leur a, comment dire, lavé le cerveau quelque part, tu vois, en leur disant que ça, c'est la seule option, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et au final, non, tu vois, je vis très bien ma vie, je vis ma vie mieux que, que peut-être si j'avais continué des études. J'ai aucun regret, tu vois. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut se connaître et tu sais, fuck, il faut y aller. C'est comme quand on parlait du podcast. T'as pas le micro, c'est pas parce que t'as pas le micro qu'il faut pas faire le podcast. On va mettre les AirPods et on va faire le fucking podcast. Et dans un mois, on aura un micro. C'est ça, en fait. Tu vois, je pense que les gens se posent trop de questions. Et au bout d'un moment, et je suis comme ça aussi, mais il faut juste se dire, fuck it, je fonce, peu importe, et on verra. Tu vois.
Et je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est passé avec ma mère, si j'ai bien répondu à ta question. Ah, bah, tu as très bien répondu. Et en fait, j'ai encore envie de revenir sur ce que tu as dit, parce que ça me fait tilt. En fait, tu as parlé d'être l'homme de la maison, Mhm. d'une éducation par ta maman. Donc, je suppose peut-être que tu étais aussi l'aîné, si tu as des frères et sœurs. Oui, Et peut-être tu n'as pas eu reçu ou tu n'as pas eu beaucoup de contact avec ton père, si je mhm. comprends aussi. C'est Ça ça, me fait exactement. penser à moi aussi. J'ai un peu eu le même type d'éducation, enfin d'enfance, on va dire. Est-ce Mhm. que dans la mentalité que tu as d'aujourd'hui, ça t'a aussi appris à être débrouillard et comment dire aussi avoir une certaine maturité, avoir aussi une certaine, je pense, une certaine perspective sur la vie, d'avoir grandi comme ça ou pas? Moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, j'ai l'impression, en étant l'aîné, de vivre quelque chose un peu comme toi, plus être éduqué qu'avec ma mère, etc., d'être un Mhm. peu l'homme de la maison par moment. Ça m'a permis en tout cas de développer beaucoup de maturité très jeune. Je suis un peu plus jeune que Guillaume. Souvent, on me dit, ouais, t'es hyper mature pour ton âge. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, moi, je le sens vraiment que ça m'a fait quelque chose. Est-ce que toi, c'est la même chose ou pas? Bah oui, alors moi je suis pas l'aîné en soi parce que j'ai des frères du côté de mon père, mais qui ne vivaient pas avec moi, mais je suis l'aîné par rapport du côté de ma mère, enfin même père, même mère, j'ai mon petit frère. Et effectivement, donc le fait d'avoir été élevé par ma mère tout seul, qui travaillait jour et nuit, du coup nous on est devenu très débrouillard. Et comme toi, comme tu le dis, en fait, t'as cette pression sur toi constamment et t'as envie d'être meilleur et les circonstances de la vie font que voilà, si tu dois être débrouillard plutôt, bah, tu vas être débrouillard dans tous les aspects de ta vie en fait. Donc tu vas être plus mature. Moi, c'est un truc que j'ai souvent entendu aussi. Tu vas être plus mature, tu vas être plus rapide, tu vas être plus débrouillard. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, nous, j'étais un exemple bête, mais mon petit frère aussi, à l'âge de, à l'âge de 5 ans, il savait cuisiner. Tu vois, il savait faire des pâtes, il savait faire un steak, peut-être même avant, parce que on était tout seul jusque tard où voilà, on devait se faire manger. Et c'est des petits trucs bêtes comme ça, mais petit à petit, tu apprends à te débrouiller. Tu es beaucoup plus débrouillard que quelqu'un qui est toujours sous le cocon de papa ou de maman, qui est très protecteur ou protectrice. Malgré le fait que ma maman soit très protectrice, voilà, après, tu as envie de. Après, ça dépend quel standard tu as. Tu vois, il y a des gens qui ont des standards très bas, il y a des gens qui ont des standards très élevés. D'après ce que je comprends, toi, comme moi, tu as des standards élevés. Donc, tu as t'as envie de faire les choses bien pour toi, pour ta maman, pour tes frères, etc. Donc, c'est normal de se mettre cette pression-là si tu as ces standards élevés. Tout à fait. Moi, je voulais C'est- revenir justement sur le point où, donc à 20 ans, ton rêve, voilà, tu l'as dit, c'était d'aller à New York. Donc, Mhm. tu as travaillé pour pouvoir partir. Et C'est ça. arrivé un moment, tu avais la possibilité de partir. Je crois, j'ai entendu dans un des podcasts où tu es apparu. Mhm. Tu pouvais partir, tu avais voilà, l'argent pour partir, mais Mhm. tu as été freiné, tu as dit, j'ai été freiné par un peu la peur. Et moi, Exact. je voulais justement que tu nous en parles un peu plus de cette peur, justement, où voilà, tu as la possibilité de réaliser ton rêve, mais il y a quand même cette peur qui est là. Et toi, bon, comment tu vois la peur et comment tu affrontes la peur? Bah ça, c'est intéressant. C'est une réalisation que j'ai eue plus tard, en fait. C'est que, alors, pour la petite histoire, voilà, j'ai économisé, comme tu l'as dit, et je me suis dit, je vais partir à New York. Et, euh, et en fait, il y a un truc dans ta tête qui se passe où tu te dis, ah, mais je suis pas encore prêt. Et je vais le faire quand je suis prêt. Et ça revient un peu à ce que je disais auparavant par rapport au micro. Mais on attend toujours le moment d'être prêt. Mais le problème, c'est que le moment d'être prêt, il n'arrive jamais. Parce que c'est juste une excuse pour exprimer ton insécurité. Tu vois, en se disant, j'attends d'être prêt. Non, c'est juste qu'en fait, tu es, comment dire ça, insecure. T'es pas, ouais, t'es pas sûr de toi, quoi. Et tu as peur. C'est le vrai sentiment derrière tout ça, c'est la peur. Donc moi, j'économise de l'argent. Je me dis, ouais, dans 6 mois, je pars. Après, dans 6 mois, tu dis, ah non, en fait, dans un an, je pars. Et en fait, tu n'auras jamais assez d'argent, tu n'auras jamais économisé assez, peu importe le contexte, en fait, c'est que tu seras jamais prêt. Et le vrai phénomène derrière tout ça, c'est la peur. Et le truc, c'est que la peur, elle sera toujours là. Il y aura toujours ce sentiment qui va s'installer, qui va prendre de l'ampleur. Et je pense qu'il n'y a pas moyen de combattre ce sentiment. Je pense que c'est quelque chose qui va toujours être présent. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, fuck it, j'y vais, sans réfléchir. Et parce que
quand on commence à se poser trop de questions, ça devient trop compliqué. Comme je dis, la peur, c'est en fait, c'est ce grand, c'est le boss final dans les jeux vidéo, tu vois. Hein. Et c'est dur à le battre. Et tu vas perdre 20 000 fois avant de pouvoir réussir à battre le boss final. Et, euh, et je pense que, voilà, d'après mon expérience, c'est se dire, vas-y, j'y vais, je m'en fous. Je réfléchis pas, tu vois. Et maintenant, tout ce que j'entreprends, je le fais comme ça. Je le fais quand je suis pas prêt, quand j'estime être pas prêt. Et j'inverse un peu cette situation où je me dis, il faut que je le fasse pour être prêt, en fait. Et c'est comme ça que j'invite les gens à voir les choses. Et c'est comme ça que je le fais dans les business que j'ai entrepris. Je te donne l'exemple, par exemple, de ma dernière formation. J'ai vendu ma formation, j'avais rien fait, tu vois. Il y a 100 personnes qui m'ont payé. Et moi, je suis là, oh putain, j'ai même pas une vidéo. C'était un truc au bal, je teste, tu vois. Et pareil, j'ouvrais un juice bar. J'ai dit, j'ouvre un juice bar. Et vas-y, j'ouvre un juice bar. Je connais absolument rien du truc. Et je me lance, tu vois. Bah, alors, bien entendu, ça vient avec des galères parce que tu dois être prêt, tu vas devenir prêt. Je ne sais pas si ça se dit correctement en français, mais tu vas être forcé, les circonstances vont faire que il n'y a pas d'autre choix que d'être prêt, de mieux maîtriser ton sujet. Et puis, aussi, tu maîtrises mieux ton sujet quand tu es sur le terrain. Parce que même peu importe à quel point tu crois savoir, tu ne sais pas jusqu'à ce que tu te retrouves dans la situation demandée, tu vois. Donc, donc voilà, c'est juste, c'est comme ça que j'aborde en tout cas ce sentiment de peur, c'est que je fonce et je me dis on verra après. Voilà. Ouais, non, je partage aussi. Enfin, j'aime beaucoup cette perception que tu as justement de la peur. Et je pense que c'est un problème aussi pour beaucoup. Ouais, on a peur de passer à l'action finalement. On se pose beaucoup trop de questions, comme tu l'as dit. Et Exact. ouais, je pense que ouais, on retrouve ça chez tout le monde. Exact. Et tu vas voir que beaucoup de gens, quand tu leur dis ça, ils veulent pas l'accepter. Tu vois, c'est qu'ils vont se dire non, non, c'est pas la peur, c'est parce qu'il y a ci, ça, ça. Et moi, je suis derrière, je suis là, non, c'est la peur. C'est juste que la première phase, c'est d'en être conscient. Tu vois. Et quand tu acceptes ça, eh bien, c'est là où tu peux aller de l'avant. Mais tant que tu l'as pas accepté, tu vas pas aller de l'avant. Il faut se dire, ouais, j'ai peur, ouais, mais fuck it, je dois y aller quand même. Et il ne faut pas chercher à développer trop de côté, tout le côté rationnel derrière parce que faut juste accepter que tu as peur et c'est normal et tout le monde passe par ça, tu vois. Et donc toi, aujourd'hui, enfin, comme tu en parles, et, bon, on a vu ouais, la confiance que tu dégages. Et puis, bon, aussi derrière ta carrière d'athlète. Aujourd'hui, enfin, tu ressens encore ce sentiment de peur ou, enfin, je sais pas Oui, où ça passe. ouais, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je l'approche différemment aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui me freine. Je le vois plutôt comme l'élément déclencheur de ah, ça va te forcer à faire quelque chose. Tu vois, donc je le vois plutôt dans cette optique-là. Des fois, je me dis, ah, si j'ai peur, c'est que je suis pas prêt. Et si je suis pas prêt, c'est que c'est le moment d'être prêt maintenant. Donc, le seul moyen d'être prêt, c'est de me lancer. Et je vais être prêt pendant le processus. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, la peur est toujours là. C'est juste que je l'approche différemment. Et après, ça vient avec un prix. Hein. Ça vient quand tu es ambitieux, tu veux faire des trucs, ça vient avec de l'anxiété, ça vient avec du stress. C'est pas, être ambitieux, c'est pas quelque chose qui fait rêver sur tous les aspects. Hein. C'est cool, mais il y a plein d'aspects négatifs qui viennent avec. Tu t'en parles toi-même, tu dis que voilà, ton sommeil il peut être justement le perdant de cette ambition. Mhm, On a parlé un peu des aspects positifs de ta mentalité. Maintenant, mhm, toute la négativité qui vient avec, comme tu as parlé d'anxiété, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en fait, mhm. de la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, des souffrances que tu peux vivre au quotidien, voilà, des obstacles auxquels tu fais face? Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus? Tu dis par rapport à mon côté entrepreneurial, etc. Oui, et la mentalité que tu as, l'ambition que tu as, Mhm, cette confiance que tu ouais, as, mhm, bah aussi, bah derrière, il y a de l'anxiété voilà, qui vient, mhm, plein mhm. de questionnements. Comment est-ce que tu vis ça au quotidien et comment... Bah, écoute, je le vis comme tu l'as décrit, ça vient avec de l'anxiété parce que je veux toujours être meilleur. Donc, cette anxiété de vouloir exceller dans ce que je fais, euh, et c'est juste, ça va avec mon mentalité de ne pas accepter la médiocrité et de se dire, OK, parce que c'est ce que je définis comme médiocrité, être OK avec ces standards actuels, tu vois.
Il y en a qui peuvent être satisfaits avec ça, mais moi, ce n'est pas mon cas. Je cherche toujours à devenir un peu meilleur. J'ai une philosophie qui dit que chaque jour, je dois apprendre un nouveau truc. Donc, avant d'aller me coucher, je dois apprendre un nouveau truc. Ça peut être un truc bête. Hein. Si j'apprends que les dauphins communiquent avec de l'ultrason, je suis content. Je suis allé me coucher et je suis moins bête que hier. Alors oui, ça vient avec de l'anxiété parce que déjà, tu dois entamer des nouveaux projets quand tu es dans ma situation, quand tu es un entrepreneur, quand tu es indépendant. Quand tu entreprends des nouveaux projets, il y a le risque de l'échec. L'échec qui vient, hein, ce n'est pas quelque chose qui est, voilà, qui n'existe pas. Donc, tu rates. Maintenant, il faut savoir se relever quand tu rates. Il faut savoir manager ton stress. Et ça, c'est un truc qui est super, qui est dur. Et maintenant, je le gère beaucoup mieux. Mais au début, ça m'a créé des problèmes de santé aussi. Tu vois, le fait d'être constamment stressé, tu ne dors pas, le fait de ne pas dormir, le fait d'être constamment stressé. J'en parle souvent dans mes podcasts. Euh, ça ça crée des dommages dans ton corps, pour ne pas rentrer dans les détails. Et j'en ai souffert. Donc après, c'est des trucs que tu apprends avec un peu plus d'expérience. Et je suis encore au début de mon aventure là-dedans. Mais tu apprends avec de l'expérience à manager ton stress et à gérer un peu tout ça. Mais voilà, ça vient avec beaucoup de sacrifices. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Et c'est, je pense, le message qui est mal interprété aujourd'hui avec toute cette mode sur l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendant, le fait d'être son propre patron, qui est une idée complètement erronée. Les gens ne comprennent absolument pas ça. Les gens pensent que je suis je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je suis mon propre patron. Ce qu'ils n'ont absolument rien compris. Personne n'est son propre patron. Il y a toujours quelqu'un au-dessus. Même quand tu bosses pour toi, eh bien, tu bosses. Tes clients, ce sont tes boss. C'est simple que ça. Tu les appelles tes clients, mais ce sont tes boss. Tu es là pour les satisfaire. Tu es là pour faire ce qu'ils te demandent de faire. Quand tu ouvres une grosse entreprise, si tu es Steve Jobs, par exemple, à l'époque, Apple, il y a des investisseurs. Okay? Il doit rendre des comptes aux investisseurs. C'est pas... Il a des boss au-dessus. C'est ce que les gens ne voient pas, en fait, et ce que les gens ne comprennent pas. On a toujours un boss au-dessus. C'est une idée complètement erronée de se dire euh, je veux être mon propre patron. Personne n'est son propre patron. C'est complètement faux. En fait, quand tu parles, moi, enfin, de nouveau, ça fait écho avec moi aussi quand j'étais jeune. C'est vrai que maintenant, je suis, enfin, pour remettre dans l'ordre chronologique, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu comme toi, à essayer de, j'avais ce côté, disons, autrefois très rigide sur ma philosophie de dire, OK, je vais être mieux tous les jours. Donc, chaque jour, en fait, je vais apprendre quelque chose. Et chaque jour, littéralement, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie, quelque chose que je ne savais pas. Et j'étais très rigide là-dessus. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil aussi. Je pense que Guillaume, c'est un bon témoin. Mais avec des insomnies pas possibles. Et c'est vrai que maintenant, je suis à un stade dans ma vie où j'essaie de, comment dire, trouver l'équilibre de cette rigidité et aussi savoir par moment, enfin, garder un certain standard, certaines exigences avec moi-même, mais en même temps aussi savoir relâcher la pédale un peu pour pouvoir mieux dormir, etc., etc. Toi, par rapport à cette anxiété et voilà, au problème de sommeil que tu as mentionné, c'est quoi le truc qui fonctionne le mieux en fait pour redormir, pour diminuer cette anxiété? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est quoi concrètement? Je pense que c'est quelque chose que des athlètes, même des jeunes footballeurs qui veulent percer, ils sont confrontés à ça, à une pression qui est gigantesque en vrai, parce qu'il y en a seulement très peu qui vont réussir sur un nombre très élevé. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes qui Écoute, sont dans le même cas que toi? écoute, moi je pense que tu apprends déjà avec l'expérience un peu à manager ton stress, mais il suffit pas de laisser le temps faire les choses. Il faut prendre les choses en main. Donc, ma question est simple. Parce que quand tu te lèves le matin, tu sais plus ou moins ce que tu fais. Tu as ta petite routine, non? Moi, maintenant, ouais, enfin, ça fait quelques semaines, même quelques mois, je pense, depuis le confinement, ouais, c'est cette période Voilà. qui m'a fait amener en fait une routine, ouais, littéralement le Hmm. matin. Donc, Pas en de général, souci. les gens se lèvent le matin, ils ont leur petite routine, ils se lèvent, ils brossent leurs dents, peu importe, ou ils boivent un café, ils mangent le petit déjeuner, mais c'est quasiment tout le temps la même routine. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet de configurer ta journée. Ok. Donc, c'est comme ça que tu sais que tu arrives à l'heure au travail, c'est comme ça que tu sais que tu fais les choses dans les temps. Maintenant, personne n'a une routine avant d'aller se coucher. Et c'est ça le problème. Et ce que j'invite les gens à faire, c'est de développer une routine avant d'aller se coucher. Comme ça, ils peuvent respecter leur emploi du temps.
Et de la même façon que tu le fais le matin, eh bien, tu dois le faire le soir. Moi, je sais que j'ai ma routine que je respecte un peu moins ces derniers temps parce que je suis un peu fatigué en fin d'année. J'en ai un peu marre de travailler, pour être honnête. C'est un peu la période. Mais en janvier, je pense que ça va. Je vais appuyer sur le bouton reset. Mais pour te dire, la période où j'ai fait le plus de gains au niveau de mes performances, où je sautais le plus haut, je courais le plus vite, j'étais vraiment esthétiquement parlant au top de ma forme, c'est quand je dormais pour la première fois de ma vie enfin, toute la semaine, 8 heures de sommeil. Tu vois, j'avais 8 heures de sommeil. Et je le dis, le sommeil, c'est la plus grande drogue que tu puisses avoir. Tu vois. Donc, si tu prends ça, ça va booster toutes tes performances. Alors, ma routine est très simple. C'était à 20 heures, eh bien, je mettais mon portable en mode avion. Je ne le touchais plus, loin de moi. Pas de travail. Donc, tout ce qui était relié au travail, ton email, projet, etc., je mets tout de côté. Je mets les lunettes que je porte en ce moment. Si vous voyez, elles reflètent ma lumière derrière. C'est ce qu'on appelle des lumières qui bloquent la lumière bleue. D'accord? Parce que la perception de la lumière va atteindre le cerveau, enfin les yeux font partie du cerveau. Et quand vous voyez cette lumière bleue, eh bien, votre cerveau est réglé par rapport à un rythme circadien, ce qui veut dire qu'en gros, votre corps pense qu'il fait encore jour. Si il fait encore jour, ben, ce n'est pas le moment de dormir. Donc, la production de certains hormones de sommeil, telles que la mélatonine, etc., ne sont pas sécrétées. Donc, si elles ne sont pas sécrétées, eh bien, on ne peut pas dormir, en gros. Okay, ce que j'explique souvent dans le corps, c'est que c'est pas, quand on comprend les choses à un niveau physiologique, c'est que c'est plus, ça ne requiert pas de la motivation, de l'envie. C'est des processus chimiques dans notre corps. Et du coup, on doit mettre notre corps dans une position pour faire en sorte que tous ces processus chimiques arrivent au bon moment. Donc, en gros, voilà, ma routine, c'est ça. Plus rien qui concerne le travail, plus de téléphone, plus de lumière bleue, pas d'écran, pas de rigolade, de trucs qui va m'exciter en d'autres termes avec ma copine, par exemple. Pas de... je lis, j'adore, c'est ma petite routine. Avant d'aller me coucher, je lis. Tu lis quelques pages et puis tu verras qu'au bout d'un moment, bah, tu as envie de dormir. Et dans ce moment-là, tu éteins la lumière et puis tu dors. Et voilà, c'est ce que j'invite les gens à faire, c'est créer une routine en fait. Et être assez discipliné pour s'y tenir. Nickel. Moi, j'aimerais rebondir justement là-dessus. C'est vrai que ben, voilà, enfin, ton métier en soi, c'est coach sportif. Mhm. Et là, on parle beaucoup de mindset, voilà, tu as des conseils assez précieux. Et bon, moi, j'ai jamais fait appel à un coach sportif. C'est vrai que quand on imagine le coach sportif, c'est voilà, on va à la salle, on travaille physiquement. Mhm. Mais là, la façon dont tu parles et tout, et je sais pas du coup si tu l'utilises, mais j'imagine, est-ce que tu as aussi ce côté un peu coach mental? Est-ce que ça se lie aussi les deux? Tu as le côté physique, mais tu as aussi le côté mental pour ces gens, ces athlètes. Mhm. Ça, c'est unique à toi ou c'est d'une manière générale, dans le métier, il y a aussi ce côté-là? Écoute, moi j'aime bien partager le côté mental en quelque sorte. J'ai un épisode que je sors le lundi que j'appelle le Mindset Monday. Mais j'aime pas trop le truc de, tu sais, ce qu'ils appellent les coachs de motivation, les motivational speakers et tout ça. Parce que je trouve que c'est de la merde, en fait. C'est du bullshit. C'est, ouais, lève-toi, il faut faire des trucs. Nan, nan. Tu vois, ça me parle pas, ça. Moi, ce que j'aime, c'est les faits. Et comme je t'ai expliqué, ce que j'ai expliqué là, c'est que c'était juste ton mindset, c'est le résultat de comment tu positionnes ton corps, comment tu traites ton corps, en gros. Parce que si tu dors pas, euh, en fait, j'en ai rien à foutre que tu sois super motivé, que tu aies regardé 10 vidéos de motivational speakers. Euh, Au bout d'un moment, ton corps, il va dire, ça marche pas. Tu peux pas aller à l'encontre de la physiologie de ton corps, en gros. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Après, il y a tout un aspect mental qui peut être développé. Et moi, en fait, je vois les choses de la manière suivante. Tu dois être exposé à une idée euh, pour que ça paraisse logique parfois. Et parfois, tu le sais déjà. Tu sais que cette idée, c'était déjà là, mais tu ne savais pas comment la formuler, tu ne savais pas comment la structurer. Et moi, ce que je pense, c'est que, comme dans l'entraînement, euh, ton mindset ou comment tu vois les choses, comment tu organises les choses, tu dois avoir une structure. Et comme tu sais comment structurer les choses, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'appliquer le tout. Okay? Donc, moi, je vois plutôt les choses en termes de structure. Okay? Comment je structure ma façon de penser? Parce que quand tu connais cette science-là de la structuration des choses, eh bien, tu peux répliquer dans tous les contextes. Donc,
je cherche pas à faire juste du développement mental. Je dis juste, OK, voilà comment il faut structurer les choses. Et à partir de là, euh, voilà, à partir de là, tu peux achever les choses que tu veux achever. Si tu es un athlète de haut niveau, vu que c'est un podcast axé sur le foot, bien entendu, il y a un aspect où tu dois te pousser, tu vois, si tu dois faire du sport, il y a tout un aspect où ton corps va, enfin ton esprit, ton mental va pousser ton corps à faire des choses, à aller au-delà de ce que tu arriverais à faire. Ok. Et je sais parce que moi j'ai un background en tant que combattant et je peux le dire assez ouvertement aujourd'hui, il y a pas un sportif qui a un mental comme un combattant. Je vais être transparent. Un combattant, c'est un autre type d'animal. Et eux, ils développent ce mental-là. Donc il y a cet aspect mental quand tu es un sportif de haut niveau. Euh, et c'est bien de le faire, mais je pense pas que ça soit. Je pense que c'est un travail personnel à faire en fait. C'est pas quelque chose que moi je projette sur mes athlètes. J'ai pas ce genre de discussion. Maintenant, pour moi, ça représente 5% en fait de l'équation. Si tu fais tout bien, si tu dors bien, si tu manges bien, tu t'entraînes bien, etc. euh, Après, tu arrives à rajouter ces 5% en plus, bah, c'est top, tu vois. Mais tu as déjà positionné ton corps pour qu'il soit au top, au pic de sa performance. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui, c'est voilà. parfait. Puis je vais rebondir justement, comme tu l'as dit, c'est vrai que ce podcast, il a quand même un lien avec le foot. Mhm. J'aimerais justement savoir un peu de toi, ben, si déjà tu as un lien à la base avec le foot ou pas particulièrement, et comment ça a commencé, ben, comme on l'a dit, tu as eu entraîné Zakaria, Djourou, Mbabou. Ben, comment ça a commencé? Est-ce que c'est eux qui ont fait appel à toi ou toi qui les as contactés? Comment ça s'est fait? Ok, alors le lien avec le foot. Alors mon père qui est parti tôt, mais qui lui était un grand fan de foot et lui voulait que je sois footballeur. Mais moi j'ai toujours été plus dans les arts martiaux. C'était assez naturel, j'ai toujours voulu combattre, etc. Et j'ai toujours aimé voir le foot. Mais j'ai jamais été un grand pratiquant de foot. Tu vois, j'en ai fait quand j'étais petit, etc. Et puis après, j'ai vite arrêté pour faire des arts martiaux. Et, euh, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à entraîner des footballeurs, des basketteurs, etc. Parce que, en fait, mon métier, moi, je suis préparateur physique. Donc, mon métier, c'est d'améliorer tes qualités athlétiques, peu importe quel sport tu fais. Et c'est ce que les gens ont faux. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a beaucoup de mauvaises informations. C'est parce qu'aujourd'hui, les préparateurs de foot sont des footeux, tu vois, des anciens footeux. Les préparateurs de basket sont des anciens basketteurs. Les préparateurs de combat sont des anciens combattants. Et en fait, ils restent trop dans la spécificité, ils restent trop dans leur domaine, les trucs qui ont été, si tu veux, prescrits depuis des générations et générations, des trucs qui n'ont pas forcément de sens, etc. Et on continue à rester un peu dans cette boucle et ce cercle vicieux. Maintenant, moi, comme j'ai dit, mon but, c'est de développer, un, l'être humain, donc les capacités de l'être humain, et deux, le côté athlétique. Donc, tu peux me ramener n'importe quel sportif, peu importe le sport, que je le pratique, que je ne le pratique pas, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, eh bien, je vais savoir entraîner cette personne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'entraînais deux, trois déjà footeux, semi-pro, etc. Mais ça a commencé avec Djuro. Alors, pour la petite histoire, Djuro avait une opération. Il s'était blessé, il avait une douleur au genou qui traînait. Il avait déjà une première opération. Et là, il avait une deuxième opération. Il avait arrêté son contrat en Turquie pour se faire opérer du genou. Et Djuro, c'est toujours quelqu'un que j'ai respecté. Moi, je suis un jeune de Genève et moi, je le voyais, c'était les premiers à avoir signé à Arsenal, etc. à l'époque avec Senderos. Et c'est toujours été des gars pour qui j'ai eu énormément de respect parce que au final, c'est eux qui nous ouvrent la porte. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Hein, et Genève, je peux dire que et je pense que chez vous, il y a beaucoup de talents également. Je parle pour ma ville parce que je la connais, mais il y a énormément de talents ici, dans le sport et autres. Et ces gars-là, en fait, sont ces gars-là qui te montrent que c'est faisable, en fait, pour un gars comme moi, pour un gars comme vous, pour des gars comme vous, pardon, et bien, ils vous montrent, ah ouais, en fait, c'est atteignable.
Et ça, c'est un truc qui est super important, tu vois. Donc, c'est pour ça que je les ai toujours respectés. Et quand je voyais que Juru, eh bien, il était dans sa rééducation, il mettait des stories de ce qu'il faisait. Et moi, je hochais la tête et je disais, ah non, mais moi, je peux aider ce mec-là. Je sais, parce que les articulations, c'est mon dada, c'est mon domaine. Et du coup, je lui ai écrit. Je lui ai écrit, on se connaissait, on a des connaissances en commun. Je lui ai écrit, je lui ai dit, Yo, euh, Johan, je pense que je peux t'aider pour ton genou. J'ai juste envoyé ça. Et, euh, et puis après, il m'a dit, après, il m'a écrit, il m'a répondu, il m'a dit, ah bon, euh, ok, je lui ai dit, tu sais quoi, laisse-moi t'offrir une session. Laisse-moi t'offrir une session, on fait une session ensemble et on regarde ce que. Et toi, tu me dis ce que tu en penses, toi. Et on fait la session ensemble. Et c'est vrai que mon approche est différente de ce qu'il a vu, de ce qu'il voyait. Il faut savoir que Johan aussi, c'est le parrain de la clinique de la Tour, je ne sais plus, mais une grosse clinique de rééducation ici. Un nouveau truc dans lequel j'ai investi des millions, etc. Donc, c'est la crème de la crème des physios, des médecins, etc. Mais moi, pour être honnête, je n'étais pas satisfait de ce que je voyais. Donc voilà, je le dis. Comme je le dis, hein, vous me connaissez dans les podcasts, je dis ça, c'est du bullshit, moi, j'en ai rien à foutre. Je balance, je cite, et je m'en fous. Et du coup, je lui ai dit, voilà, écoute, viens, on teste. On a fait notre première session. Ça lui a parlé. Il n'avait jamais vu la chose de cette façon-là. Et mon discours, si tu veux, ça a résonné avec, voilà, ça a résonné avec lui et il s'est dit, bon, bah, on va essayer. C'est vrai qu'il faut un peu de temps, en fait, avec comment je vais t'expliquer les choses. Il faut un peu de temps pour que tu, tu sais, tu crois en ce processus-là. Et il m'a fait confiance. Et depuis, on bosse ensemble, tu vois. Donc, c'est moi qui me suis occupé de son genou. Et il a travaillé exclusivement. Au début, en fait, c'était marrant parce qu'au début, il ne travaillait pas qu'avec moi. En fait, il testait différents praticiens. Il était avec un médecin, un autre physio, un autre, un autre, un autre. Et au final, il a arrêté avec tout le monde. Il a continué qu'avec moi. Et aujourd'hui, mon gars, là, il joue au Danemark. C'est une machine de guerre. Il saute haut, il court vite. Il est super athlétique. Il a pris plusieurs kilos de muscle. Son genou, il n'a rien. Il arrive à faire des trucs qu'il n'arrivait pas à faire avant avec son genou, tu vois. Donc, même avant la blessure. Donc, voilà, c'est ça. Oui, comme on dit, I took it to the next level. Et maintenant, moi, j'ai partagé avec lui. Et là, il sait comment approcher sa structure d'entraînement. Il sait quand on lui dit des trucs et que c'est du bullshit. Et voilà. C'est quelqu'un d'admirable déjà parce que c'est quelqu'un de très discipliné. Il n'a jamais raté un entraînement. Enfin, les gens ne se rendent pas compte en fait que ces gars-là, c'est des gars qui, tu sais, qui travaillent plus dur que les autres. Et j'espère que ça, c'est une leçon pour toutes les personnes parce qu'ils pensent qu'il y a des secrets, il y a de l'aide, il y a des trucs, ils ont de la chance. Non, non, ces gars, ils travaillent plus dur. Tu vois. Joe, il a fait tous ses entraînements. Il est curieux, il m'appelle, il veut savoir pourquoi. Il fait sa recherche derrière, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Si tu veux être un athlète, eh bien, il faut te consacrer, tu vois. Et Joe, c'est quelqu'un qui a toujours fait ça. J'imagine que le fait qu'il le fasse avec moi à cet âge-là, je pense qu'il a toujours fait auparavant aussi. Et il a compris que travailler plus dur, c'est ça le résultat. C'est ça qui amène les résultats et il n'y a pas de secret. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est passé avec Joe. Et puis de fil en aiguille, voilà, le mot se propage, j'ai envie de dire. Je travaille avec un athlète, je travaille avec un autre. J'ai travaillé après euh, bon, après, j'ai shifté un peu. J'ai travaillé aussi avec des basketteurs. J'ai travaillé voilà, avec Babou. J'ai travaillé avec Ulysse Garcia. Je travaille avec lui en ce moment. Denis Zakaria, même, un peu le même truc, en fait. C'est Joe qui lui a dit Denis Zakaria avait un problème au genou. Alors, ça, c'est une histoire encore quelque peu marrante. Denis Zakaria avait un problème au genou. Et donc, il a eu une opération. Et son genou n'allait pas mieux. Et Joe lui a écrit écoute, va voir mon gars Kev. C'est le gars qui va t'aider. Et donc, Denis m'a écrit. Et quand il m'a écrit, on a fait nos premières sessions. On s'est vu. Il est venu à Genève. Il joue en Allemagne, donc. Et il vient me voir. Son genou, il est super gonflé. Son genou, il est super inflammé toujours. Et ça fait 1 mois et demi qu'il a fait l'opération. Alors, je demande quel genre de truc vous faites avec votre coach, avec vos physios, avec votre staff médical. Il me dit les trucs qu'ils sont en train de faire. Je dis, écoute, selon ma philosophie des choses, on va pas
ça ne me convient pas. Tu vois, ça me convient pas. Donc, on va rien faire de tout ça. On va faire un grand pas en arrière et on va reconstruire depuis la fondation. Et en fait, en une semaine, son genou avait complètement dégonflé. On avait retrouvé une amplitude complète, quasi complète de mouvement au niveau de la flexion du genou, l'extension du genou. Il avait plus mal en une semaine uniquement. J'ai posté derrière la photo parce que les hommes mentent, mais pas cette photo. Donc, en fait, il est retourné là-bas une semaine après. Et les gars, ils m'ont directement appelé, le staff médical m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Etc. Donc, ils ont commencé à me poser plein de questions parce que ce qu'ils faisaient, c'était pas juste, tu vois. Donc, et moi, je dis, écoute, j'étais un peu sceptique à partager un peu tout mon processus de pensée, mon savoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Denis et moi, il y a une bonne connexion. C'est un super bon gars. Franchement, un big up à Denis Zakaria. Vraiment un gars en or. Et, et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils lui ont proposé un deal. Ils m'ont appelé. Ils ont dit, voilà, normalement, il ne pouvait pas partir en vacances parce qu'il devait s'attarder que sur sa rééducation. Et ils ont dit, Denis, il a dit, attends les gars, mais moi, je vais le faire avec Kevin parce que ça fait 1 mois et demi que je fais avec vous. Il n'y a rien. En une semaine avec lui, il y a eu des résultats. Donc, en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, OK, Denis peut partir en vacances, mais voilà, il faut qu'il fasse les entraînements avec toi pendant la off-season, tu vois. Donc, c'était 3 semaines, 1 mois. Et voilà. Et du coup, il est venu. Et pendant 3 semaines, pendant cette période-là, eh bien, on s'est entraîné 4 fois par semaine. Et voilà, il est retourné là-bas super chaud. Et le staff médical, ils m'ont envoyé carrément un mec de leur staff pour voir comment je bossais. Donc, il est venu d'Allemagne. Et après, ils m'ont encore contacté pour savoir comment ils devaient approcher le travail sur son genou, etc. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, Denis il est au top. Pour la petite histoire, carrément, quand il est retourné après avec moi, il m'a envoyé un message vocal. Ils ont fait un IRM de son genou. Son cartilage était complètement parti. Et Denis me dit que ils hallucinent, ils n'ont jamais vu ça. Ils disent que c'est un cas exceptionnel parce que il a retrouvé complètement le cartilage au niveau de son genou et que voilà, toutes ces structures s'étaient reconstruites et que c'est un cas exceptionnel. Et voilà, il me remerciait. Et je dis, moi, j'étais là, mais moi, je savais. Tu vois, genre, je suis le gars en derrière, je dis, mais moi, je savais. Je l'ai dit, c'est ce qui va se passer. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis assez confiant de le dire, tu vois. Et, et voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est passé. Après, le bouche à oreille, ça se fait. Après, j'ai travaillé un peu avec Kevin pendant la off-season parce que son préparateur n'était pas là. Et on communique de temps en temps. Et voilà, on verra où ça va mener. Et je m'occupe de certains d'entre eux maintenant pendant les entrées, pour leur préparation physique, comment approcher certains trucs. Et voilà, voilà tout. La petite histoire. C'est une sorte de magicien un petit peu. Hein. Ah non, j'aime pas dire ça justement parce que je suis pas un magicien. Tout ce que je fais, il y a de la réflexion derrière. J'invente rien en fait. J'invente rien. C'est juste comment tu mets les pièces du puzzle ensemble. Et je mets pas les pièces du puzzle comme on les prédéfinit. Je réfléchis à ma propre façon et à partir de là, j'applique. Et c'est ça qui fait la différence, j'imagine. Parce que j'invente rien. Hein. Je suis absolument en train de rien inventer. Donc, si ça a marché, c'est juste que moi, je n'ai pas fait comme le livre dit. Ouais, il faut faire 2 semaines de ça et 3 semaines de ça et 4 semaines de ça. Il faut faire cet exercice pour le genou et cet exercice pour ça. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Et justement, tu dis voilà, que tu réfléchis pas comme ça, mais ce savoir, enfin, il vient de toi, de ta personne, de ta réflexion ou, par exemple, j'imagine aussi quand on parle des États-Unis, de New York, est-ce que c'est aussi beaucoup de là-bas, j'imagine? En fait, mon savoir, c'est une accumulation de connaissances prises chez différentes personnes, différentes formations. Et ensuite, j'ai mis les pièces du puzzle à ma façon. Et j'ai créé mon propre système d'entraînement, mon propre système de pensée. Donc, c'est ce que j'invente rien. J'ai appris de gens qui étaient beaucoup plus intelligents que moi. Maintenant, le truc, c'est que j'apprends d'une personne et je trouve que l'information est incomplète. Tu vois. Donc, j'apprends d'une autre personne et elle aussi, je trouve que cette information est incomplète.
C'est peut-être arrogant de le dire de cette façon-là, tu vois, mais ça ne me donne pas tous les détails que j'ai envie de connaître. Donc, je vais chercher encore plus loin. Et puis, petit à petit, tu accumules et tu combles les gaps, en fait. C'est comme si tu avais une route, tu vois, tu vas du point A au point B et j'ai pris un peu là, j'ai pris un peu là, j'ai pris un peu là, mais il y a des trous entre. Et à force d'accumuler tout ça, tu arrives à combler ces trous-là avec ton propre processus de réflexion. Donc, beaucoup à l'étranger. J'ai eu de bons mentors, j'ai appris énormément de bonnes personnes. Pas dans le monde francophone, malheureusement, parce que on est très en retard dans le monde francophone. Donc oui, tout a été fait à l'étranger. Ouais. Comment, pour reprendre le problème à la racine, parce que ce que tu décris là, c'est vrai, tu es, un peu comme un magicien, ou en fait, peut-être tu es révolutionnaire tout simplement dans ton approche. Et puis, j'espère pour toi avec ce que tu nous dis, dans le futur, tu pourras encore plus impacter ton domaine et puis être reconnu là-dedans, aussi pour la personne que tu es. Merci. En termes, enfin, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on peut appliquer même dans d'autres domaines en rapport avec la santé que le coaching, que la préparation physique. Comment est-ce que ça se fait en fait qu'il y ait même des professionnels voilà, qui travaillent dans un relativement un grand club en Allemagne, qui soient tous choqués et te disent OK, le téléphone, comment ça se fait? Comment tu as fait pour réparer notre joueur, pour le guérir, tu vois? Comment est-ce que ça se... Moi je reviens même à la racine et je me dis comment c'est possible qu'à ce niveau-là, il y ait autant de gens qui soient choqués? Et comment ça se fait que ta méthode, en fait, ou je sais pas, la manière dont tu as accumulé tes connaissances ne soit pas appliquée à plus large échelle, à plus grande échelle et reconnue, tu vois? Je me dis, on est en 2020, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je me Pourquoi est-ce pose la qu'on est même arrivé là, question. en Hein. fait? Je me pose la même question. Des fois, je suis scandalisé. Je me dis, attends, c'est pas possible que je sois le seul à dire des trucs comme ça. Et le premier, c'était Joe qui travaille avec moi. Il me dit, Kev, j'étais à Arsenal, j'étais à Hambourg. J'ai jamais eu un truc organisé comme toi, tu le fais. Et moi, j'étais choqué. Je me dis, ah putain de merde, c'est violent ça, tu vois. Et après, Clint, aussi joueur de NBA, qui me dit, genre, crois pas, Kev, genre, les coachs de NBA, crois pas que c'est de la folie, comme tu le dis. Et moi, dans ma tête, j'ai cru que c'était le top, la crème de la crème, en fait. Et ce que je me rends compte, c'est que aujourd'hui, on s'attarde que sur le papier, en fait. Donc, on engage des gars qui ont, voilà, ils viennent me voir, ils me disent, ah, j'ai un PhD de trucs. Je dis, ah, bravo, bravo. Ouais, j'en ai rien à foutre que tu aies un doctorat dans ton truc. Montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi tes résultats. Parce que tu viens me voir avec ton PhD, mais je vois aucun résultat. Donc, ça me sert absolument à rien. Et, en fait, ce que je pense, c'est que la plupart des gens n'ont pas développé un esprit critique. Et c'est ce que je dis, c'est ce qui me gênait à l'école. Quand j'étais à l'école, c'est qu'on ne nous apprend pas à réfléchir, on ne nous apprend pas à penser. Et du coup, c'est ça, il y a un connard qui a dit, voilà l'exercice qu'il faut faire quand le joueur sort d'opération du genou. Tu vois. Voilà ce qu'il faut faire quand vous avez mal à l'épaule. Et après, tous les centaines de milliers de connards qui ont été diplômés, dont moi, hein, eh bien, on répète les mêmes trucs. Et sans se questionner. Parce qu'il y a Jean Dujardin qui a dit ça, c'est l'exercice pour le genou. Mais on ne s'est jamais dit mais pourquoi cet exercice-là, c'est l'exercice du genou, tu vois? On ne s'est jamais posé la question. Donc, on répète les choses. Et on se dit non, parce que c'est comme ça. On nous a dit comme ça parce que. Et, voilà, on ne nous apprend pas à réfléchir. Alors, du coup, on applique les choses bêtement sans savoir pourquoi. Et ça ne donne pas de résultats. Malheureusement, ça donne plutôt des trucs négatifs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois. Donc, j'ai une petite anecdote. J'ai une personne qui travaille et avec la population en général, c'est exactement la même chose. Hein. Je travaille avec la même approche. Moi, je cherche toujours à éduquer les gens. Tu vois. Comme ça, ils comprennent un peu ce qu'ils font. Parce que moi, je ne suis pas magicien. C'est ce que je dis. J'apprends aux gens comment la physiologie du corps fonctionne dans mes capacités, dans mes connaissances actuelles. Après, c'est à toi de faire pour que le changement se fasse. Okay. Donc, si je t'apprends un mot en japonais aujourd'hui, c'est toi qui dois répéter le mot en japonais toute la semaine pour que tu connaisses le mot en japonais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Si je l'ai dit une fois, ben, tu ne te rappelles pas du mot en japonais. Okay. Donc, c'est la même chose avec le corps humain. Maintenant, je sais pas, certaines personnes croient que voilà, ils peuvent juste venir voir leur physio, leur coach. Ah, on fait l'exercice, voilà, ça crée un changement dans le corps. Non, ça crée aucun changement. Ça donnait une information. Maintenant, tu dois répéter, répéter, répéter. Et, et je pense que voilà, c'est peut-être je divague un peu, mais il faut éduquer les gens pour que les gens sachent comment approcher l'entraînement ou l'adaptation de leur corps.
Tu vois. Et moi, c'est ce que j'enseigne et c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je regarde, je vois le problème. Et ensuite, je résous le problème avec cette approche-là. Et je ne cherche pas à réfléchir ou à donner des solutions uniquement avec les méthodes prédéfinies, les choses qui sont prédéfinies. Parce que selon mon expérience, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des trucs à prendre, mais ce n'est pas la solution complète. Tu vois. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais je pense que c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne nous apprend pas à réfléchir. Ah oui, pour la petite anecdote que je disais avec mon client qui était dans la finance, euh, une amie pardon, qui était dans la finance qui me racontait qu'une fois, ils avaient une grosse présentation, une grosse boîte, une grosse entreprise du style Nestlé, je crois, et ils avaient un gros client. Donc, on parle de contrats de plusieurs millions, etc. Et ils font la présentation devant leur gros client, donc, et ils utilisent une formule qui a toujours été, qui leur a été enseignée de cette façon-là. C'est la formule pour déterminer le profit, on va dire, je ne sais pas. Et, euh, et pendant la présentation, ils finissent la présentation et le client lui dit, ouais, mais pourquoi cette formule? Et ma- mon ami et son boss, ils disent, ouais, parce que la formule dit, tu vois, la formule dit que c'est comme ça. Et le client a dit, ouais, mais pourquoi cette formule? Tu vois? Et personne ne savait répondre à la question. Parce qu'en fait, on leur a juste dit, ah voilà, quand tu as ce genre de problème, tu mets cette formule et voilà. Mais on t'a jamais expliqué pourquoi tu devrais penser à utiliser cette formule à ce moment-là. Tu vois, donc il y a tout un pas à faire avant tout ça, regarder plus large et dire, OK, maintenant je vais utiliser cette formule plutôt que cette formule et cette formule. Mais non, toi, on t'a dicté un chemin à suivre. On t'a dit, voilà, tu dois appliquer cette formule à cette situation. Mais quand on te demande pourquoi, tu ne sais pas. Parce que mon prof, Jean Connard du Jardin, a dit que c'est cette formule. Voilà la réponse. Et en fait, ils n'ont même pas conclu leur deal parce qu'ils ne savaient pas répondre à la question. Tu vois. Et c'est un peu le même truc que tu as aujourd'hui dans le sport, dans tout. En fait, c'est qu'on te donne Dans tout, des. ouais. Dans tout, on te donne des chemins prédéfinis et puis voilà, on t'apprend pas à réfléchir. Et c'était mon plus grand problème à l'école, en fait. Et puis, surtout les gens qui te donnent pas qui te disent quoi faire, mais qui eux-mêmes n'ont pas de résultats. Tu vois. Moi, j'écoute pas. Moi, j'écoutais mon prof d'économie, un des profs d'économie qui était très bon d'ailleurs, mais j'avais un autre prof, et il nous parlait de comment l'argent fonctionne. Comment l'argent fonctionne à un niveau macro, microéconomique. Je me rappelle, et puis une fois, il parle d'un truc de voilà, comment générer de l'argent, un truc comme ça. Je lui dis, mais est-ce que toi-même, je lui dis un peu de manière un peu insolente, j'étais plus jeune, hein, genre, est-ce que toi, tu fais de l'argent? Parce que si tu faisais vraiment de l'argent, tu ne serais même pas là en train de nous enseigner, tu es là, tu es aigri, tu fais rien, tu vois. Donc, c'est un peu le même truc. Et moi je prêche, je fais ce que je dis aussi. Donc, les gens voient, ils travaillent avec moi, moi, je suis là, on est fort, on saute haut, on court vite, on fait des trucs. J'ai essayé sur moi, j'ai essayé sur des centaines de personnes. J'ai mes articulations qui fonctionnent comme elles devraient fonctionner. Moi, je ne vois pas pourquoi j'écouterais quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. Si demain, tu as quelqu'un qui te dit, ouais, je vais t'apprendre à faire de l'argent, mais qui lui a même pas d'argent, est-ce que tu vas croire cette personne? Tu vois? Donc, voilà. Après, il y a des exceptions un peu à la règle où il y a des très bons coachs qui n'ont pas, eux-mêmes ne sont pas des grands athlètes. Ça je suis totalement d'accord, hein. Et je dis pas qu'il faut être un grand athlète pour coacher des grands athlètes, mais je dis qu'il faut avoir quand même une expérience pratique et savoir ce que c'est de le faire sur toi-même et avoir la chance de le pratiquer aussi sur les autres pour faire ta base de données. Mais donc voilà. C'est marrant parce que ce que tu dis là, ça va de nouveau avec ton caractère, ton personnage. De nouveau, comme je disais au tout début, j'ai l'impression, Guillaume, qu'on ne croise pas beaucoup de gens comme toi ici. De nouveau, ce que tu dis, à mon sens, en tout cas, c'est tellement fondamental et on n'entend pas beaucoup de gens parler comme toi. Alors que, à mon sens, de nouveau, on devrait entendre beaucoup plus, voire tout le monde parler comme ça. Et il y a quelque chose qui me frappe aussi, je voulais déjà te poser la question plus tôt par rapport à l'esprit critique et voilà tout le discours que tu as eu, c'est la conscience que tu as de toi. Quelque chose qu'on entend plein d'entrepreneurs parler de ça en anglais. Voilà, awareness, je pense, de soi-même. J'ai l'impression que dans le monde francophone, on entend moins parler. Et moi, personnellement, je trouve que c'est ultra important. Quand je t'entends parler, je pense que c'est quelque chose que tu as bien développé de toi. D'où est-ce que tu tiens cette conscience de toi-même? Parce que la vie aussi, c'est ça, pour savoir aller de l'avant, avoir développé cet esprit critique, aussi remettre en question l'environnement qu'on a autour de nous qui a été un peu prédisposé sans se poser de questions. Il faut aussi être capable d'avoir une énorme conscience de soi-même. Et comment est-ce que tu as développé ça? Je pense que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes en général, mais même pour des athlètes, pour tout le monde en vérité.
Euh, C'est super important ce que tu dis parce que dans le coaching ou dans la vie de tous les jours, je dis toujours que awareness is everything. Parce que tu dois te connaître, tu dois comprendre ce que tu as, où tu es dans l'espace, qui tu es pour pouvoir avancer. Tu vois? Parce qu'autrement, tu choisis des chemins prédéfinis. Et c'est là où les gens, en fait, euh, se retrouvent avec des problèmes, des regrets, etc. Donc, je dis, j'ai utilisé le premier exemple dans le sport. Moi, je dis toujours que la conscience corporelle sur body awareness, c'est la première étape. Et c'est ce qu'on ne nous apprend pas. C'est qu'on nous apprend, on saute une étape. On dit voilà les exercices que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire pour développer votre force, voilà ce que vous devez faire pour développer votre dos, pour développer vos biceps. On t'apprend à penser en exercice. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas où ils sont dans l'espace parce qu'ils n'ont pas cette conscience corporelle. Donc, tu ne vas jamais pouvoir maximiser tes exercices si tu n'as jamais appris à te connaître, à connaître ton environnement interne. Tu ne peux pas manipuler un environnement externe au mieux de tes capacités si tu ne maîtrises pas ton environnement interne. Period. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est là où je commence avec tout le monde. On maximise ton environnement interne, tu comprends exactement comme chaque partie fonctionne, et ensuite, on peut commencer à manipuler l'environnement externe. Okay? Et c'est la même chose dans ton choix de carrière. Okay? Tu dois te connaître, tu dois savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, à quoi tu es bon, à quoi tu n'es pas bon. J'aime bien cette image-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue sur Internet, je ne sais pas si c'est tiré d'une quote de Einstein, mais en gros, il y a une girafe, un éléphant, un singe, etc. Et en fait, différents animaux. Et tu as un prof qui dit, voilà, pour avoir votre bonne note, vous devez tous monter à l'arbre. Et en fait, le seul qui est capable de monter à l'arbre, qui a les compétences de le faire, eh bien, c'est le singe. Parce que l'hippopotame, l'éléphant, etc., ils ont d'autres qualités. Donc, le truc, c'est d'avoir cette conscience de soi et de se dire, OK, à quoi je suis bon? OK, qu'est-ce que j'aime faire? Et à partir de là, je peux choisir ma carrière en fonction, je peux faire mes choix en fonction de ça, tu vois. Et tu ne vas pas choisir un chemin prédéfini, être aigri toute ta vie parce que tu as choisi un chemin que tu n'aimes pas et voilà, qui a été dicté par le monde externe. OK? Donc, pour le business, c'est pareil. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vite compris et je le dis à mes potes, et c'est une leçon que j'ai partagée vite avec eux. Je dis, les gars, il faut jouer avec les cartes que vous avez en main. Vous êtes bon à quoi? Tu vois, je vais être transparent. Moi, quand je suis parti là-bas, je faisais du mannequinat aussi à côté. Okay, j'ai eu pas mal de propositions quand j'étais là-bas. Je devais faire de l'argent, etc. Donc, j'ai fait du mannequinat. J'ai vu que j'avais la taille, j'avais le corps, j'avais la tête. Euh, mais moi, je suis un jeune du quartier des Paquis. Je traînais dans la rue. Voilà, le mannequinat, c'était pas pour moi. La seule pose que je savais faire, c'était un truc comme ça. C'était des signes de gang à l'américaine, tu vois. Donc, puis j'étais contre ça. Et puis je me suis dit, en fait, non, c'est une porte ouverte pour peut-être d'autres choses. Donc, je me dis, OK, ça, je sais faire. Je sais que je suis à l'aise avec la communication. Donc, allez, je vais utiliser les cartes que j'ai en main. Je sais que je suis assez à l'aise, j'aime bien parler. Bien entendu, ça se travaille, mais je suis beaucoup plus à l'aise à parler devant une caméra, avec un micro, que écrire. Donc, je vais faire un podcast. Je ne vais pas écrire un blog. Si tu es meilleur à écrire, tu es plutôt timide, tu n'aimes pas être devant la caméra, euh, faire un podcast, ce n'est pas le meilleur truc à faire. Okay? Écrire un blog, faire un blog, tu vois. Mais tu dois avoir cette conscience-là et te dire, non, je ne vais pas me laminer, me dire que voilà, je suis bon à rien. Non, je suis bon à quelque chose et je vais utiliser ces outils que j'ai et je vais les développer. Et à partir de là, il y a plein de choses à faire, tu vois. Et je pense que c'est ce que aujourd'hui on nous apprend de faux dans le sport, dans le choix de carrière, à l'école, etc., etc. C'est marrant parce que j'ai l'impression que notre conversation, franchement, à force de t'entendre, on dirait que c'est un coffre qu'on a ouvert et qu'il n'y a pas de fond, tellement c'est riche, tellement c'est intéressant et on peut aller dans toutes les directions et ça soulève des problématiques qui sortent même du sport, qui s'appliquent à la société. C'est vraiment assez impressionnant et j'espère que les gens qui écoutent cet épisode pourront aussi tirer les leçons qu'on discute ensemble. Par rapport, Guillaume, il est revenu avant en mentionnant les États-Unis.
Moi, je me posais une question, c'était la différence de mentalité que peut-être tu as pu percevoir entre la Suisse ou l'Europe et les US. Et je voulais te demander, de nous en parler plus, si toi, tu as remarqué une différence de mentalité, des gens déjà, et aussi des athlètes, de leur perspective, de leur carrière, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apporter ici, en Suisse et en Europe, des États-Unis? Ouais, il y a tout à apporter à ce niveau-là, j'ai envie de te dire. La différence de mentalité, de manière générale, les gens ont beaucoup plus faim. Ok, les gens ont beaucoup plus faim que ici. Ici, les gens ont appris à sortir de leur zone de confort. C'est le mode de vie là-bas. Alors, je parle des États-Unis, moi j'étais à New York, donc c'est un peu un game aussi qui est particulier là-bas. Mais en général, les gens sortent de leur zone de confort et savent qu'ils doivent le faire pour exceller. Alors qu'ici, on est plutôt, non, on reste dans notre zone de confort. Okay, et c'est pour ça que je pense que les gens vont pas très loin. Maintenant, il y a un truc qui est différent aussi quand tu analyses des choses, c'est que, par exemple, à New York, le rêve, il est en face de toi. Okay, donc, ça te permet de rester toujours, tu as toujours faim. Tu vois, tu dois constamment être prêt parce que n'importe quoi peut t'arriver. Mais ici, ça a l'air tellement lointain que tu perds un peu cette motivation. Tu dis, ah, de toute façon, la probabilité que j'arrive à faire quelque chose, elle est minime. Donc, pourquoi me forcer? Au final, je suis bien dans mon confort suisse. Et je pense que c'est un gros problème ici, c'est qu'on ne nous apprend pas, voilà, à sortir de cette zone de confort parce que l'environnement ne nous permet pas de sortir de notre zone de confort. Alors, je pense que c'est déjà, il faut se forcer et se dire, OK, j'y vais sortir de ma zone de confort, peu importe le contexte, le sport, autre. Euh, et ça, c'est un truc, je pense qu'on aurait tous plus de bénéfices à le faire ici en Suisse. Du point de vue athlétique, ben, c'est un peu la même chose, tu vois, c'est se dire, les athlètes là-bas, ils savent qu'ils ont une possibilité de réussir. Et, mais le truc, c'est que, bah, tu vois, il y a des Kevin Babou, il y a Denis Zakaria, il y a de plus en plus de jeunes, Ulysse, tu vois, enfin, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent, qui percent dans le foot, tu vois. Et c'est pas des petits joueurs, ces gars, c'est des gros joueurs à plusieurs millions, c'est des gros gars, en fait. Donc, la possibilité, elle est là. Et peut-être que les gens, Clint Capella, tu vois, Clint Capella qui signe au Rocket, c'est un contrat de 90 millions. C'est pas des blagues, ces gars, tu vois. C'est des gros joueurs. Et ça a ouvert la porte à nouvelle génération. Il y aura plus de joueurs suisses en NBA. Il y aura plus de joueurs suisses de foot tu vois, qui joueront dans des grands clubs. Et il faut juste se dire, OK, je dois avoir un peu plus faim, tu vois. Maintenant, au point de vue préparation physique, c'est vrai que les athlètes américains sont beaucoup plus préparés que les athlètes suisses ou européens de manière générale. Il y a une culture de la préparation physique aux États-Unis qui est très, très, très importante comparée à celle en Europe. Donc, ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence. Les gars, ils sont dans la salle de sport très jeunes. Ils ont des préparateurs physiques calés très jeunes. Donc, ici, nous, on n'y connaît absolument rien. Mais là-bas, ils commencent leur préparation physique très jeune. Donc, tu vois, au niveau athlétique, c'est des autres animaux. Tu regardes le foot même américain, vous qui êtes dans le foot, les Américains sont très athlétiques. Le football américain, c'est différent. Ils n'ont peut-être pas la même capacité technique que les Européens ou qu'en Amérique du Sud, mais ils sont très athlétiques. Tu regardes le jeu de foot africain aussi. C'est des gars qui sont naturellement très athlétiques. Ils n'ont peut-être pas la même capacité technique, mais ils sont très athlétiques. Ils sont très athlétiques. Et souvent, ça fait la différence. Et c'est ce que je dis souvent dans le foot. Si tu ramenais ce côté athlétique à ces joueurs qui n'ont que l'aspect technique et qui n'ont jamais vraiment mis l'accent vraiment sur ce développement athlétique, eh bien, ça a le potentiel de devenir des machines de guerre. Et Ce je sont des pense que machines de guerre. c'est aussi comme ça que le jeu moderne est un peu défini. Enfin, j'ai l'impression que c'est C'est ça. l'apport. Enfin, c'est des joueurs de plus en plus athlétiques, même pour des postes en fait qui traditionnellement étaient moins. Maintenant, je parle d'un défenseur central moderne. On veut que ce soit un mec qui court vite, qui soit athlétiquement au top du top. Ouais. Et voilà. Mais je vais te dire un truc. Le sport, c'est ça. Hein. Le sport collectif. Euh, j'hallucine à quel point, en fait, ils perdent du temps à faire des trucs futiles dans le foot. Ok, tu prends les défenseurs. Tu as parlé de défenseurs. Un défenseur, peu importe, central. Qu'est-ce qu'il doit faire
Parce que je les vois faire des drills avec des cônes, des conneries, etc. OK. Qu'est-ce que tu dois faire fondamentalement? Quand la balle arrive en l'air, tu dois te placer, sauter plus haut que le gars à côté de toi. Simple. Quand l'attaquant va prendre la balle de l'équipe opposée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois courir plus vite que lui pour arriver avant la balle. Vrai ou pas? Vous me dites si je me trompe. Non, Et tu vas vite dégager la balle. Tu vas pas faire de Ronaldinho, mon gars. Tu vas pas faire les trucs avec l'échelle, tu vois. Non, c'est simple. C'est juste que tu vas courir et tu vas taper une balle. Ou alors tu vas faire un sprint avec une balle. C'est simple. Après, il y a les spécificités du sport, la façon dont tu vas courir, etc., etc. Et bien sûr qu'il y a un aspect technique, parce que tu dois pouvoir leader la balle, si tu veux, ok? Mais fondamentalement parlant, le plus grand pourcentage qui est exposé au public, quand tu regardes, tu dis c'est ta vitesse de pointe, ok? À quel point tu vas sauter haut, à quel point tu vas être performant sur ces trucs-là. Alors après, bien entendu, tu as des joueurs qui sortent du lot, qui sont extrêmement techniques, extrêmement forts. Tu as un Messi, ok? Tu as un Messi. Tu as un Iniesta, ok? Cool. Mais ces gars-là, encore une fois, je le dis, s'ils étaient plus athlétiques, ça serait des monstres. Pourquoi le foot moderne a changé aussi? C'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Regarde le mec, il saute comme un basketteur. Il court tellement plus vite. Et c'est ce qu'il fait. Il s'entraîne à faire des sprints, il s'entraîne à faire des trucs comme ça. Alors oui, il y a une technique de balle, etc., qui est là et qui est importante. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tu joues au foot depuis que tu as 2 ans. Quelle est la marge de progrès sur ta technique de balle à ce niveau-là? Parce que là, tu es au top. C'est la crème de la crème dont on parle. Hein. C'est la crème de la crème. Ta marge de progrès dans ton foot technique, elle est petite par rapport à ta marge de progrès sur les trucs sur lesquels tu n'as jamais travaillé et qui est ton côté athlétique de manière poussée. Tu vois? Je pense que par exemple des joueurs à l'américaine, ben, eux, ce serait l'inverse. Eux qui ont beaucoup boosté leur côté athlétique, ah les gars, on va travailler un peu plus sur notre côté peut-être technique. Et je pense que ça fait la différence sur le temps. Et je pense que c'est ce qui s'est fait ces dernières années. Tu vois, ils jouent de mieux en mieux les Quinrés. Mais c'est ça. C'est simplement savoir travailler sur le facteur limitant. Et aujourd'hui, le facteur limitant dans le monde du foot, eh bien, c'est la préparation physique. Moi, je pense que c'est ça. Et puis justement, pour revenir là, pendant qu'on reparle de ça, du côté athlétique, toi, dans tes méthodes de travail, donc tu as dit, tu as un peu de tous les sports, hein, des footeux, des basketteurs, du tennis aussi. Donc toi, selon toi, il n'y a pas, enfin, c'est une même méthode pour tout le monde finalement, ou il y a quand même ce côté où tu adaptes quand même un minimum au sport et aussi Oui. à l'athlète? Non, 100%. Alors, de toute façon, il y a l'être humain, j'ai une hiérarchie. Hein. C'est-à-dire, il y a l'être humain qui vient en premier. OK? Donc, je vais entraîner l'être humain. Si tu as, je m'en fous de ce que tu veux faire, de quel sport tu fais. Si tu as mal au genou, ton genou ne fonctionne pas, je ne cherche pas à te donner un genou de footeux. Je cherche à te donner un genou déjà. OK? Ensuite, bien entendu, le contexte rentre en jeu. Donc, il y a le côté, il y a la spécificité du sport que tu vas mettre sur la demande que tu vas mettre sur tes articulations en fonction de ton sport. Donc, ça, c'est un truc à prendre en considération. Un footeux, mais pas la même demande sur certaines de ses articulations qu'un nageur, par exemple. Tu vois. Donc, là, encore une fois, on est un peu plus spécifique. Mais de manière générale, l'être humain. Ensuite, il y a le côté athlétique. Donc, développer les qualités athlétiques de manière isolée, ça, c'est mon travail, d'accord? Et ce que je fais, c'est une approche générale. Je ne fais pas développer le côté athlétique pour les footballeurs en mimant les mouvements de foot, tu vois, ou les basketteurs en mimant les mouvements de basket. Non, c'est une capacité que je cherche à développer, ok? Après, il y a la spécificité du sport, qui est minime selon moi, dans mon travail. La spécificité va se faire sur le côté technique, avec le coach technique. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Tu as le préparateur physique, moi qui développe les qualités de manière isolée, et le coach technique qui travaille sur les techniques du sport spécifiquement. Okay? Maintenant, je vais prendre en considération certaines choses, bien entendu. Si je travaille avec un footballeur, quel poste aussi du footballeur, bien entendu. Les plans de mouvement. Par exemple, ma joueuse de tennis, elle fait beaucoup elle voyage plus latéralement, tu vois. Donc,
on va prendre ça en considération. Tu vois, Euh, il y a certains détails à prendre en considération, mais encore une fois, je pense que ça représente vraiment euh, allez, 10%, 20% de ta préparation physique. Le reste, ce sont des qualités isolées que tu développes. Et ensuite, ton corps va trouver le meilleur moyen de créer cette coordination avec toutes les qualités isolées que tu as développées. Et c'est comme ça que je vois le tout. Là, je balance un secret. S'il y a des coachs intelligents, ils vont réussir à comprendre ce que je dis. Mais en gros, c'est ça. Ton corps, il sait comment combiner le tout. OK? Et il va le faire avec ce qu'il a à disposition. En gros. OK? Donc, toi, ce que tu dois le faire, eh bien, c'est lui donner ces outils séparément à disposition. Et ton corps va dire, ah ouais, ben, je vais mettre ça ensemble au moment où je vais exprimer mon sport. Et c'est comme ça que je vois la chose. Je voulais revenir sur une problématique qu'on retrouve dans le football. Certains joueurs ont des blessures musculaires qui reviennent de manière récurrente. Mhm. Comment, je pense que c'est quelque chose qui peut aider les jeunes qui font face à ça. Comment est-ce que tu fais pour... enfin, certains vont te dire, OK, tu peux rien faire, mais je pense que toi, tu ne vas pas dire ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour ces joueurs qui ont des problèmes musculaires de manière récurrente? Ok, alors déjà, je vais dire, il y a plusieurs problèmes là-dedans dans le foot que je vois. Le premier, c'est ça, c'est que les gens, les préparations physiques d'un athlète, c'est fait pour développer certaines qualités durant la off-season. Pendant la saison, eh bien, on veut préparer structurellement ces tissus pour qu'ils soient capables d'absorber de la charge. Une blessure, c'est quand la charge excède la capacité de ces tissus à absorber cette charge. OK? Donc, le problème avec la préparation physique de beaucoup d'athlètes, c'est qu'ils travaillent avec une force, une production d'effort qui est minimale. OK? Ils font des petits trucs où c'est facile, en gros. OK? On va dire ça comme ça. Facile dans la production d'effort. D'accord? Pas facile dans le ressenti où j'ai beaucoup transpiré. Parce que ce sont deux choses qui sont complètement différentes que les gens doivent dissocier. D'accord? Oh, j'ai beaucoup transpiré, c'était fatigant. Ça ne veut pas dire que tu as appris à ton système nerveux à produire plus de force, à absorber plus de force, tu vois, à en produire, etc. Et construire des tissus structurellement plus solides. D'accord? Donc, il faut séparer ça. Donc, le problème avec ça, c'est que quand tu t'entraînes à produire 50% de ton effort en salle et dans tes entraînements, mais quand tu fais le match, tu n'es pas à 50%, tu es à 100%. Et même tu vas pousser à 110% dans un sprint ou etc. Le problème, c'est que si tu n'as pas habitué tes tissus à faire du 100%, parce que tout le temps tu fais du 50%, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as une blessure parce que ton corps, il doit créer cette adaptation, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs, je les vois sur un sprint, oh, je me suis déchiré les ischio-jambiers ou un truc comme ça. Ou je suis tombé sur ma cheville parce que j'ai jamais entraîné ma cheville à être tordue comme ça, tu vois. Ou je me suis fait les ligaments croisés parce que j'ai jamais entraîné ma hanche, mon genou, etc. Oui, parce que tu n'as jamais vraiment entraîné ton corps à être dans les positions dans lesquelles tu te retrouves dans ton sport, dans lesquelles tu risques de te retrouver du moins, ok? Ou à produire de l'effort, un effort que tu risques de reproduire durant ton effort, durant ton match, tu vois. Donc là, c'est le premier problème. Deuxième problème avec les blessures récurrentes qu'il y a dans le monde de la rééducation aujourd'hui, c'est que toi, tu te blesses, tu es là. Pour ceux qui regarderont la vidéo, je fais des signes avec la main. Oh, pardon, ceux qui ne regardent pas la vidéo. Toi, tu te blesses, tu es à ce niveau-là, ok? Donc, toi, tu arrives, tu te blesses, tu te fais les ligaments croisés quand tu es à ce niveau-là. Donc, quand tu vas te blesser, forcément, ton niveau va redescendre. D'accord? Donc, on était là initialement. Ton niveau va redescendre et tu fais de la physiothérapie, etc., ton opération autre. Tu reviens là. Et on te dit, c'est bon, retourne faire l'activité que tu faisais auparavant sur laquelle tu t'es blessé. Or, ta capacité a diminué par rapport à par rapport à là où tu étais avant. Ok? Alors, c'est normal que tu vas être blessé parce que tu es déjà moins apte à tolérer de la charge que tu ne l'étais auparavant. Moi, je le vois, les gars qui retournent sur le terrain après l'opération du genou, leur genou, il est moins bon que lorsqu'ils se sont blessés. Mais c'est la vérité. Alors, moi, mon approche est différente. Mon approche, c'est, OK, on s'est blessé quand on était là, eh ben moi, je vais te ramener là. Parce que le jour où tu retrouves à ça, eh ben, tu ne vas plus te blesser. Et je le dis encore aujourd'hui de manière confiante. J'ai plein d'athlètes amateurs, semi-pro, etc.,
pros qui se disent, je me retrouve dans les mêmes positions dans lesquelles j'étais auparavant et je me blesse plus, tu vois. Parce que on a ramené à un autre niveau, on a ramené au-dessus, on ne se contente pas de où on était avant, parce que où on était avant, c'était pas assez. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et malheureusement, il y a tout un aspect business aussi dans le... Avec ça, on parle des athlètes de haut niveau, hein. Ils doivent retourner vite sur le terrain, etc. Un aspect que j'aime pas trop, mais bon, c'est le business. Donc même quand ils sont pas prêts à 100%, ils doivent retourner sur le terrain. Donc tu t'es jamais demandé pourquoi il se fait les ligaments croisés 8 semaines après, il est sur le terrain, alors qu'une autre personne, ça prend une année et quelques à revenir. Ils disent, ah non, mais c'est parce qu'il a les meilleurs médecins. Mais on s'en fout de qui a les meilleurs médecins. Le meilleur médecin, il ne dicte pas l'adaptation du corps humain. Tu vois, toi, tu peux me dire ce que tu veux. Si moi, je te coupe le doigt là, comme ça, le temps que ça cicatrise, il n'y a pas de médecin, peu importe le diplôme qu'il a, c'est ton corps qui dit combien de temps ça va cicatriser. Ça va prendre pour cicatriser. Donc voilà, c'est les deux problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le foot. Et j'espère que ça va se régler comme ça. Les gens pourront faire des athlètes plus solides qui ne se blessent pas. Parce que le pire truc pour un athlète, c'est de se blesser. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et ça peut ruiner une carrière à vie, hein. C'est intéressant parce que par rapport juste à une blessure qui est assez commune, enfin, Guillaume a vécu quelque chose comme ça et tu pourras en parler toi-même, Guillaume. Mais, par exemple, une rupture des ligaments croisés, c'est quelque chose que tu peux entraîner. En fait, tu peux éviter, bon, en tout cas, tu peux être moins sensible à cette blessure, si tu veux. C'est ça que tu dis. 100%. 100%. 100%. Ceci étant dit, j'ai envie de dire que les blessures, ça peut arriver, mais on doit entraîner son corps pour que les dégâts soient mitigés. C'est ça. Mais une Bah, je blessure, crois ça que peut toujours Guillaume, arriver. bah, Guillaume, il peut reprendre sa carrière grâce à toi, Kevin. Ah bon? Let's go. Let's Non, go. ouais, je profite de ça. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent, toi qui es coach, si on veut faire appel à toi, tout le monde peut faire appel à toi pour travailler avec toi. Et est-ce qu'au niveau du travail, c'est quand même du travail à court terme ou c'est plus quand même sur le long terme pour avoir vraiment des résultats? De toute façon, pour avoir des résultats, il faut faire les choses sur le long terme. Il y a pas de résultats rapides, malheureusement. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que les gens, il faut qu'ils travaillent avec moi pour qu'ils pick my brain. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent de la façon dont je réfléchis. Et ensuite, ça va être acquis pour toujours. OK? Donc, c'est ça le plus intéressant hein, quand tu vas travailler avec moi. C'est que je vais t'offrir une structure d'entraînement, je vais t'apprendre à penser différemment, surtout t'apprendre à penser et pas te dire simplement, hey, fais ça, fais ci, fais ça, ok? Et après, toi, tu sais t'adapter. Toi, tu sais t'adapter après, parce que tu comprends, ah, je suis dans cette situation, voilà, je sais quoi faire. Maintenant, n'importe qui peut travailler avec moi, bien entendu. Je ne travaille pas qu'avec des athlètes de haut niveau, je travaille avec la population générale. J'ai une team de coachs. Malheureusement, je n'ai plus la possibilité de prendre des clients supplémentaires. Je suis très limité. Mais c'est pour ça que je forme des gens à penser comme moi, utiliser un peu mon système d'entraînement. Comme ça, je peux déléguer et je sais que le travail va être fait exactement de la même façon. Donc, et après, voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire des programmes un peu où je partage parce que je n'ai pas la possibilité de travailler avec tout le monde. Et c'est ça l'idée, quoi. C'est quoi les objectifs qui t'attendent, que tu t'es fixé pour les années à venir? En termes de quoi? Dans ton métier et peut-être aussi sur un point de vue personnel, en plus sur le plan humain. Ok, dans mon métier, j'aimerais booster les formations en ligne. Là, j'aimerais faire je vais lancer ça, un coup de tête. Enfin, j'ai pas mal de demandes et je me suis dit, allez, je vais faire ça. J'aimerais faire une formation, un programme de mentorship, en gros, mais qui est plutôt une formation, partager tout mon système d'entraînement. Donc, ça va être quelque chose sur 4 à 6 mois. Ça va être un investissement pour les gens, mais un investissement qui va être quintuplé, j'ai foi, en tout cas, en ça, s'ils prennent tout ce que je vais partager avec eux. Le côté, euh, le côté technique de la science du sport et aussi le côté business qu'on ne nous apprend pas. Moi, j'ai de la chance, j'ai eu des coachs aussi business et j'ai développé aussi mon côté business moi-même avec des erreurs, etc. Donc, je vais partager tout ça dans le monde du coaching. Et voilà, j'aimerais faire quelques programmes pour la population générale. J'aimerais faire un truc pour les footeux, les basketteurs qui souffrent de voilà, ces accidents au genou et des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment mon futur projet. Et d'un point de vue personnel, j'ai un juice bar. J'aimerais développer un peu le juice bar si ce putain de Covid continue pas.
Voilà, vous pouvez ramener ça un peu et d'autres projets encore, peut-être, je sais pas si je vais rester ici, si je vais partir à l'étranger, fonder une famille, voilà, c'est un peu mes projets, c'est un peu mes projets perso pour l'instant. Puis moi, j'avais peut-être aussi une dernière question. Enfin, j'avais vu dans un de tes podcasts où tu avais parlé quand tu étais arrivé à New York, il y avait un de tes mentors, je crois que c'était un de tes mentors, qui t'avait demandé quelle est ta spécialité et tu n'avais pas vraiment su répondre. Aujourd'hui, si on te demande, Kevin, quelle est ta spécialité? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Ah, c'est une... Euh, ok, donc c'est marrant que je me pose cette question, elle est dure à répondre parce que Hmm. c'est vrai, quand je suis arrivé au State, là-bas, tout est très structuré. Et du coup, tu avais des coachs qui avaient tous leur spécialité. Et moi, j'étais formé aussi dans une gym qui est la plus grosse gym des States, qui s'appelle Equinox. C'est un peu une université presque pour les coachs, tu vois. Et là-bas, chacun a sa spécialité. Tu vois, il y a des niveaux d'entraîneurs, c'est ce qu'ils appellent le Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier X. Tier X, c'est le plus haut niveau d'entraîneur, si tu veux, de compétences. Et, après, ben, voilà, tu as une spécialité. Lui, sa spécialité, c'est la boxe. Lui, c'est la rééducation. Lui, c'est ça. Et moi, on me connaît un peu comme le spécialiste en mobilité parce que voilà, ça donne un peu ce terme-là. Mais moi, j'aime pas trop en fait le terme de spécialiste. Plus j'apprends, plus je me développe, moi j'aime ça. Parce qu'en fait, un spécialiste, il est très fermé sur le reste des qualités qui devraient être développées. Moi, je vois le tout comme... moi, j'ai une méthode très intégrative. C'est-à-dire que je ne cherche pas à séparer, okay? Je cherche à intégrer le tout parce que le corps fonctionne de cette façon-là. Okay? C'est une intégration de plusieurs systèmes. Et moi, je vois la chose pareille dans le sport, dans la préparation physique. Donc, oui, dehors, on dirait que je suis spécialiste en mobilité, etc. Moi, je me vois plutôt comme un généraliste qui a des connaissances plus approfondies sur certaines choses plutôt que d'autres. Mais, le fait de me donner une étiquette de spécialiste, ça serait me refermer sur d'autres trucs. Et c'est vrai que je t'avoue, ça me frustre des fois parce que les gens viennent me voir pour que tes articulations, tu vois. Alors que moi, je construis la pyramide, en fait, tu vois. La pyramide, c'est on travaille à la base avec les articulations, ensuite on passe au niveau du dessus qui est autre chose, et voilà, c'est comme ça qu'on construit la plus belle pyramide. Moi, je suis un architecte, voilà, je suis un architecte, mon gars. Ah, Et c'est beau ce que tu voilà, dis. voilà, c'est un peu comme ça que je vois le monde de la préparation physique. Ok. Et là, justement, tu as parlé, Guillaume, enfin, vous avez parlé de mentor. Je voyais encore une vidéo hier de Simon Sinek qui définissait ce que c'était un mentor. Puis c'est vrai que ça m'a aussi ouvert les yeux. Il a dit que, enfin, c'est vrai, généralement, on peut voir le mentor comme en fait seulement un chemin, une personne envers l'autre, alors que c'est plutôt un échange selon lui. C'est vrai que enfin, on peut penser qu'un mentor, c'est quelqu'un de plus âgé, qui a plus d'expérience et puis avec qui on va apprendre. Et puis Simon, il disait en interview, bah, en fait, mon mentor à moi m'a révolutionné ma manière de le voir. Et puis il m'a dit, mais non, en fait, toi, tu apprends de moi, mais j'apprends de toi. Comment est-ce que tu définirais de la même façon un mentor ou pas? Et puis comment tu l'as vécu aux États-Unis? Parce que je pense que ça a joué, et sur ce que tu as dit aussi et qu'on s'est renseigné à propos de toi, ça a joué un énorme rôle dans la personne que tu es aujourd'hui, dans ton parcours et du savoir que tu as obtenu en fait des États-Unis. Quelle clé ça a? Quel rôle ça a joué? Comment tu définirais ça? etc. Le rôle d'un mentor, tu dis quel rôle ça a joué d'avoir un Oui, mentor? oui. Comment tu définirais un mentor? Ah, Est-ce ok. que pour toi, c'est une clé dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que c'est grâce à ça que ça t'a permis d'être qui tu es? C'est obligatoire. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas un mentor, tu vas être. T'as raté, t'as raté une grosse opportunité. Tu as raté une grosse opportunité. Moi j'ai eu un mentor qui est mon mentor dans le cœur, tu vois, principalement, qui m'a, lui, introduit comment dire, au principe fondamental du monde du fitness. Shout out à mon gars AB. I love you, dog. Euh, et, euh, et si tu veux, c'est un rôle fondamental parce que un mentor, c'est quelqu'un qui va t'introduire en tout cas un bon mentor, selon moi, quelqu'un qui va t'introduire à une façon de penser, des réflexions, à des nouveaux principes, des nouveaux concepts, mais sans avoir une façon stricte de t'imposer les choses. C'est-à-dire qu'il va t'introduire sa façon de voir le monde et qui est le contexte en question, ici le fitness, et il va te dire, OK, aujourd'hui tu commences comme moi, mais ensuite tu vas forger ton propre système.
Et mon mentor, il m'a toujours dit ça. Il m'a toujours dit ça. Aujourd'hui, Kev, tu fais comme moi, mais petit à petit, tu vas avoir tes propres patterns. Tu vas avoir ton propre style à toi. OK? Et, euh, et c'est ce que et les coachs avec qui je mentor, moi j'ai une coach que j'apprécie énormément avec qui je travaille depuis un moment, Sally. Shout out à Sally, très bonne coach. Euh, et j'ai toujours dit ça, tu vois, je partage avec elle et elle a des résultats extraordinaires. Et je dis, voilà, tu apprends de moi, de ma façon de faire les choses, et j'ai foi aussi en ton expertise. Ça veut dire que quand toi, en tant que mentor, tu dois avoir foi en la personne en face de toi aussi. Et se dire, OK, toi, sachant que cette personne sait des choses aussi que toi, tu ne sais pas. Donc, c'est aussi dans l'échange. Tu vois, il y a toujours un échange. Il ne faut pas être figé dans ce que tu crois savoir. OK? Donc, après, on peut débattre, on peut en parler, etc. Mais le fait d'avoir un mentor, c'est super important parce que c'est ce qui te permet d'éviter les erreurs que eux ils ont accumulées par le passé. Et tu vas en faire énormément, énormément, quoi qu'il arrive. Donc, si tu arrives à éviter les 20 années, 10 années d'erreurs que eux ils ont fait, eh bien, crois-moi, tu as, t'as un temps d'avance. Okay, donc c'est un peu ça. C'est que les gars, ils vont te passer des secrets. Ils vont te passer des secrets, mon gars. C'est comme si tu sautais des classes, en fait. Tu es passé de la première année à la dernière année d'un coup. Et voilà, tu sautes des classes. C'est exactement ça. Parce que ce que tu vas apprendre dans tes formations, tes livres, etc., ou ta formation de base, j'ai envie de dire, pas les formations continues, euh, ça te donne juste le droit d'aller apprendre. Tu vois. Et le problème, c'est que tu n'as que la théorie. C'est ce que je dis. Tout le monde sait conduire une voiture en théorie. Tout le monde. Mais quand tu dois conduire une voiture pour la première fois, oh, ça cale. OK? Parce que tu ne connais pas le point de friction de l'embrayage, etc. C'est exactement la même chose. Mais tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui t'explique, tu vois, peut-être avec ses propres termes, etc., comment tu dois conduire cette voiture. Et c'est exactement la même chose. Tu as besoin d'avoir un mentor. Peu importe quel est ton domaine, peu importe à quel point tu es têtu et tu crois vouloir apprendre de toi-même, euh, il y a des gens qui ont l'expérience pratique derrière tout ça. Je ne sais pas si vous habitez seul, mais moi, je suis parti jeune. J'habite seul depuis que j'ai 20 ans. Et, euh, quand j'étais seul, je me rendais compte que des trucs que ma mère me disait, et je disais, oh, fuck, en fait, elle avait trop raison. Alors que toi, tu es jeune, tu es têtu, tu dis, non, je vais apprendre par moi-même, elle dit n'importe quoi. Tu dis, en fait, elle a trop raison. Oui, parce que ta mère, elle a 50 ans d'expérience pratique, mon gars. Tu vois? Elle a 50 ans d'expérience pratique. Et toi, tu es juste trop têtu à croire que tu sais, alors que tu ne sais rien, tu vois? Et un mentor, si toi, tu viens avec cette optique d'apprentissage, tu vas pouvoir absorber toutes ces informations-là, toute cette expérience pratique accumulée au fil des années. Et après, toi, tu vas continuer à faire ta recherche, etc. Parce que c'est une formation continue. Encore une fois, si tu n'es pas médiocre. Mais c'est ça l'idée, quoi. Et je trouve que tout le monde devrait investir dans un mentor, euh, peu importe le domaine, peu importe le contexte. C'est marrant parce que tu as dit justement éviter pardon, les obstacles. Ça fait référence à une personne qui est une assez grande inspiration pour moi, un ancien joueur de foot qui s'appelle Risso Abara, maintenant dans la mode, et qui disait justement sur les réseaux que les personnes qui réussissent et savent qui scellent, en fait, c'est celles pardon, qui savent, pardon, oula, je me mélange, qui savent éviter tous les obstacles sur le chemin qui va mener au succès. Et en fait, en apprenant de ton environnement, tu apprends à réussir parce que tu sais comment éviter les trous qui sont sur ton chemin en fin de compte. 100%. Puis, ça me fait penser, enfin, j'ai envie de te demander là, quelles sont les leçons que tu as tirées de tes échecs, des trous en fait, dans lesquels tu as été toi. Oh là là, ça va dépendre du contexte. Ça dépend du contexte. Donc, dans quel contexte parce qu'on aborde plusieurs échecs euh, de manière générale, tu dis. Sur ton métier, ouais, en rapport avec ton métier ou bien aussi Ok. spécifiquement par rapport à toi, l'homme que tu es aujourd'hui. Les leçons que j'ai tirées de mes échecs. Il C'est une grande faudrait question. contextualiser. Ouais, c'est une grande question. Ça Alors, dépend du partons sur contexte. le plan humain. Toi, en tant qu'homme, la personne que tu es au jour d'aujourd'hui, Ok. si tu devais tirer trois grands échecs qui t'ont amené à trois grandes leçons, quelles sont-elles? Écoute, moi, je pense que le premier truc, c'est Les plus importantes. ouais, trop bon, trop con. Je pense que c'est un vrai dicton. Tu vois. Moi, j'ai souvent été trop Ok. bon, trop con. Donc, c'est un truc que j'essaierai d'éviter par la suite, tu vois. Euh, bon, après, je veux pas que ça soit mal interprété. Il faut pas être con non plus. Euh,
Donc, enfin, dans le sens mauvais en tant que mauvaise personne, mais ça, c'est une grande leçon. Voilà, il faut toujours rester, garder un côté, spécialement là, je parle du côté plutôt business, garder toujours un côté business en tête, tu vois, et se débarrasser du côté émotionnel quand il s'agit de business. Donc, ça, c'est une grande leçon. Euh, Côté humain, mes échecs. euh, Écoute, franchement, côté humain, j'ai pas eu d'échecs parlant comme ça. J'essaie toujours d'être une bonne personne. Donc, quoi qu'il arrive, même si on me fait des choses de manière enfin, qui sont erronées ou autres, je garde toujours foi que quand tu fais les choses justes, eh bien, c'est toujours le truc à faire. Donc, même si les gens font des choses fausses ou envers toi, eh bien, toi, tu vas toujours faire ce qui est juste. Donc, ça, c'est important pour moi. Et voilà, après, mes échecs, je les vois comme enfin, dans mes échecs de coaching ou peu importe, de manière générale, je vois ça comme une leçon et j'essaie juste de ne pas les répéter, c'est tout. Et j'essaie de constamment, mes échecs me permettent de me questionner et ce qui me permet de me questionner me permet de devenir meilleur. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, top. Ben, écoute, on va te poser peut-être juste une dernière question avant de te laisser partir, parce que comme tu as dit, tu es assez occupé. Mais Yes. aujourd'hui, quel conseil tu donnerais au Kevin Ferreira qui a 20 ans? Hey, il y a 20 ans. Franchement, 20 ans, c'est où j'ai le réveil, l'éveil un peu. Donc, peut-être j'aurais donné au Kevin Ferrara qui était plus jeune encore. Mais, Ouais, non, euh, non, mais ouais, enfin 15 ans, 18 ans, comme tu veux. Mais entre le ok. jeune et toi aujourd'hui, plus accompli. Euh, damn, il y a beaucoup de conseils que je donnerais. Qu'est-ce que je donnerais? Balance-les tous. Euh, Pardon? Balance-les tous. Ouais, non, mais je dirais déjà, sache que tu aimes lire, parce que l'école m'a fait croire que j'aimais pas lire. Et le fait d'apprendre, de découvrir cet amour pour la lecture, ça m'a permis d'accumuler plus de connaissances. Donc, en gros, le conseil, ce serait laisse pas la société ou le monde extérieur dicter ce que tu crois être. Ça serait important. Euh, Travaille plus dur. Il y a pas de secret. J'aurais dit travaille plus dur, perds moins de temps dans des futilités. C'est ce que je donnerais comme conseil. Et conseil très important que je donnerais au Kevin de 15 ans, c'est développe ton côté business. Voilà. Apprends comment l'argent fonctionne, comment euh, tout le côté entrepreneurial, enfin, voilà, comment l'argent fonctionne, comment le faire fructifier, avoir cette éducation financière que on ne nous apprend pas. Parce que malheureusement, on a tous une passion, c'est pas de faire un maximum d'argent, mais l'argent, c'est ce qui te permet euh, de vivre avec aisance de ta passion et de pouvoir partager plus. C'est ce que je dis. Et des fois, tu es obligé d'être un peu plus égoïste dans le sens où ce qui va me permettre de expand ma marque, eh bien, c'est le fait de pouvoir avoir plus de liberté financière. Je vais pouvoir créer plus, je vais pouvoir partager avec plus de gens, je vais pouvoir partager plus de contenu. Mais si tu es coincé dans cette course où tu dois faire tes trucs pour payer ton loyer à la fin du mois, etc., et c'est stress, ben, malheureusement, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas partager, tu n'as pas le temps. Et voilà. Donc, au final, c'est une question de liberté. On vit dans un monde capitaliste où l'argent est égal, plus d'argent est égal à plus de liberté. Donc, voilà, ce seraient les trois conseils que je donnerais aux jeunes Kevin et à tous les jeunes voilà, peu importe ce qu'ils font. Parfait. Bon, alors, je m'adresse aussi juste à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à donner vos feedbacks, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez moins aimé. C'est comme ça qu'on va progresser, ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, ou des invités aussi que vous aimeriez peut-être voir ici. Et sinon aussi, je tenais quand même à dire que c'est vrai que nous, notre but à travers ce podcast, ben voilà, c'est d'inviter des gens pour échanger autour du foot. On voit voilà, qu'on échange autour du foot et au-delà du foot. Et parce que pour nous, dans chaque personne, il y a une richesse, pardon, et des choses à partager. Et donc, inspirer les gens, mais aussi nous inspirer à nous. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, je peux le dire, et peut-être pour toi aussi, Jason, aujourd'hui, ben, vraiment, Kevin, enfin, moi, tu m'inspires beaucoup. Alors, Merci, j'apprécie. ouais, vraiment, et Toi aussi, Kevin. vraiment la personne que tu es, on sent vraiment la passion et l'ambition qu'il y a en toi.
Donc voilà, et depuis, je tenais vraiment à te remercier d'avoir pris du temps pour partager ton histoire avec nous. On te souhaite plein de succès pour la suite, puis on se voit bientôt et prends soin de toi. Yes, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir eu Merci. encore sur le podcast. C'était un plaisir.